Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Face au juge, l'émission qui vous dévoile les coulisses de la justice. Avec un nouveau personnage ce soir qui fait son apparition dans cette nouvelle saison. Un procureur qui vient d'intégrer l'équipe de la permanence du parquet de Bruxelles. C'est là que les prévenus qui viennent d'être arrêtés par la police doivent être auditionnés. Et vous verrez que ce procureur est déjà confronté à des affaires difficiles. Une nouvelle journée débute au parquet de Bruxelles. Denis Gouman, substitut du procureur du roi, a pris récemment ses fonctions à la permanence. Ah, là on n'a pas la même notion du cinéma, monsieur. Votre casier judiciaire, ça, monsieur. Vous avez quel âge? Il y a plein d'autres personnes qui n'ont pas des parcours faciles non plus. Défilent dans son bureau tous ceux qui ont été arrêtés pour un délit et qui risquent de devoir répondre de leurs actes devant un juge. La peine maximale pour une entrave méchante à la circulation, c'est 10 ans, monsieur. Vous avez failli emboutir un bus de la STIP. Manifestement, c'est pas le courage qui vous étouffe. C'est à lui de décider. Réfléchissez bien à ce que vous allez me dire. Ce matin, il doit auditionner Carmen. Cette jeune maman de 4 enfants a été arrêtée la veille. Vous n'avez pas l'air d'assumer ce qui se passe. Soupçonnée de maltraiter ses jumeaux de 3 mois. Il y a eu un gros problème hier, on est d'accord. Pour quelle raison, madame? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc je vous demande pour quelle raison vous pensez que vous êtes ici. Je pose des questions et vous répondez, hein, on est d'accord? Ok. Pour les enfants, il y a plein de gens qui ont des enfants qui ne se retrouvent pas devant le procureur du roi et qui risquent d'aller en prison. 4 enfants, les 2 programs, ils vont tellement bien. Et les 2 jumeaux, j'ai donné ma vie pour ces enfants. Ils ont quel âge, madame? Ils ont 3 mois. Ils sont quand même, on appelle très jeunes, puisqu'ils ont 3 mois ou 4 mois. Alors, voilà, oui, ça me semble évident. Alors, madame, pourquoi? Vous dites que vous avez donné votre vie pour eux? J'avais le choix de faire un avortement. Mais je vais vous dire la vérité, moi, je suis croyant. Et les enfants, oui, pour nous, c'est des bénédictions dans notre vie. C'est ça. Et les bénédictions, on les griffe, on les frappe et on l'essaye... J'ai jamais griffé mes enfants. Alors, madame, ça commence très mal, madame. Ça commence excessivement mal, cette audition, parce que vous contestez déjà certains éléments objectifs du dossier. Ça n'a pas été inventé, madame. Je lis la déclaration, vous vous taisez et je parle. Et puis vous aurez la parole. Oui. Carmen est accusée d'avoir frappé et griffé ses bébés de 3 mois. Et c'est sa propre maman qui a donné l'alerte et appelé la police en voyant l'état des petits. Je vais lire l'audition de votre maman. Pas n'importe qui, c'est votre maman. Alors, le jour des faits, elle explique qu'elle monte dans votre chambre et constate que les jumeaux sont sur le lit, couchés sur le dos, et voit, donc ma fille, dit-elle, occupée de les maintenir avec la main fermée sur la bouche des jumeaux. Ma maman a dit ça? Oui, madame. Pour diminuer les cris. Ma fille tenait donc dans sa bouche une cigarette allumée au-dessus des enfants. L'odeur et la fumée étaient fortes et présentes dans la pièce. Voyant cela, je prends les enfants, constate des blessures au visage de du sang dans l'œil droit, tempe et pommette droite, fort griffée. Et il y a également des griffes au niveau du cou, côté droit. Ça vous fait rire, madame? Ça vous fait rire, madame? J'ai ri parce que je sais que c'est pas la vérité. C'est pas la vérité, madame. Et le médecin, il ment aussi, madame. Je vous jure, ça, c'est pas la vérité. Votre mère ment? Jamais. Oui, monsieur, je vous jure. J'ai jamais eu de problème. Le médecin, il ment aussi? Lui, il connaît pas votre maman, il connaît pas vous, il connaît pas les jumeaux. Le médecin, œdème, hémiphase à droite paupière et à la joue droite. Hématome, joue gauche et 4 cm de diamètre. Donc ça, c'est concernant votre fils. On se tait, madame, je parle. Alors, en ce qui concerne griffe au cou, superficielle, dans le téléphone, hein, hématome à l'angle de la mâchoire de 2 cm de diamètre. Pour justifier les traces de coups constatées également par un médecin, Carmen explique qu'elle a malencontreusement laissé tomber son GSM sur ses bébés. Et le téléphone, madame, il tombe sur les 2 personnes? Non, juste c'est... Comment ça se fait qu'il y a des hématomes et des griffes sur les 2? C'est la fin, et quand elle s'énerve, elle fait comme ça. Madame, il y a plein d'enfants qui ont des difficultés, que ce soit à s'endormir, à Madame, vous répondrez aux questions quand je le déciderai. Alors, autre déclaration. Depuis l'arrivée des jumeaux et du fait, c'est là, parce que madame, donc votre maman explique, du fait qu'il y a une ressemblance avec leur papa, le comportement de ma fille a fort changé. Elle est devenue fort agressive vis-à-vis de moi, mon fils et mes jumeaux, et les jumeaux. Selon moi et les dires de ma fille, elle veut renier les jumeaux, les abandonner à n'importe qui.
Alors, je vais jouer carte sur table. Vous avez la déclaration de votre mère, plus qu'inquiétante, les constatations des policiers, les constatations des médecins, madame. Est-ce que vous trouvez admissible de maltraiter à ce point ces enfants? Vous avez vu la tête d'un de vos enfants, d'un de vos bébés, là? Oui, j'ai vu hier la tête. Vous avez vu la tête? Elle était gonflée, j'étais surprise. Vous êtes surprise, madame? Un GSM, ça fait ça, madame? Oui, c'est ça. Un très grand GSM. Et il tombe sur les deux, madame? Est-ce qu'il tombe sur les deux, madame? Non. Or, il y a des blessures sur les deux enfants, et des griffes sur les deux enfants. Un GSM ne fait pas des griffes, madame. Il fait éventuellement un hématome s'il tombe. Et encore, un hématome qui est conséquent, hein. Carmen continue de nier avoir frappé ses enfants. Elle jure que son fils a des traces de coups à cause de son GSM et que sa fille se griffe elle-même quand elle a faim. Messieurs, je vais vous dire la vérité. Si vous me connaissez un peu, moi, j'ai jamais parti à gauche, à droite sans mes enfants. Si c'est neige, si c'est le soleil, je suis toujours avec les enfants. Le supermarché, les écoles, les fruits, j'achète 2 fois par semaine aussi. Vos fruits, vos courses, c'est très bien. Je vous demande... Mais comment vous allez savoir? Je vous demande, madame, comment est-ce que vous expliquez qu'ils ont tous les deux des traces de coups, alors que vous avez éventuellement 30 secondes. Oui, allô? Ok. En pleine audition, le substitut reçoit un appel inquiétant d'une collègue. Ok, ça va. Ok, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et vu la façon dont se passe l'audition... L'hôpital qui a examiné les jumeaux vient de prévenir le parquet d'un fait grave. Ça va. Voilà. Alors, madame, je vais mettre fin à l'audition. Vous savez que le SAJ donc, va suivre les enfants. Vous vous taisez, madame. Je parle. L'un des enfants présente des symptômes éventuellement liés au fait qu'il a été secoué, madame. Ce qui s'appelle une tentative d'homicide involontaire, en gros. Et donc, par rapport à cela, je vais vous faire redescendre donc en bas dans ce bâtiment et vous ne verrez plus moi, madame, mais un juge d'instruction avec une demande de placement en prison en ce qui vous concerne, madame. Monsieur, je voilà. jamais, Je mets fin à cette audition. frappé mes enfants. Les constatations médicales disent le contraire. À ce stade, madame, il y a une enquête qui aura lieu. Voilà. Je vous en prie. Carmen est immédiatement placée sous mandat d'arrêt. L'un de ses bébés présente des symptômes du bébé secoué. Les enfants sont où? En sécurité, voilà. Madame redescend au poste et sera envoyée chez le juge d'instruction. C'est pas ça? Voilà. J'ai mon enfant, je sais mes enfants. Finalement, le juge d'instruction a inculpé Carmen du chef de coups et blessures envers mineurs et l'a libérée le jour même en attendant son procès, à la condition de suivre une thérapie et d'éviter tout contact avec ses bébés sans la présence d'un tiers. L'instruction est actuellement toujours en cours. Vous pouvez faire monter monsieur Adriatique dans mon bureau, s'il vous plaît. Denis Goman, lui, n'a pas fini sa journée. Il doit à présent auditionner Adriatique. L'homme a été surpris en train d'errer au 3e étage du bâtiment de l'administration flamande à Bruxelles. Pourquoi vous êtes en ville hier après-midi et vous rentrez dans les locaux de l'administration flamande, monsieur? J'avais consommé de la bière et j'ai acheté une canette. J'ai acheté une canette Gordon. J'ai acheté une canette de Gordon, c'est ça? Oui, Gordon. Je prends la méthadone et tout ça. Oui. Et la canette, ça m'a joué un tour dans la tête et voilà, je me suis retrouvé là, je sais pas comment je me suis retrouvé dans ce bâtiment, quoi. Bon. Avec une canette de Gordon, vous étiez déjà sous. Avec les médicaments, Et les médicaments, la méthadone. Vous prenez la méthadone pourquoi, monsieur? Vous êtes... J'étais avant, il y a très longtemps, j'ai consommé de l'héroïne, maintenant je suis un médecin, De l'héroïne. Et quand vous dites il y a très longtemps, c'est quelle période, plus ou moins, de votre vie? Ça fait 10 ans à peu près. Ça fait 10 ans et vous prenez encore aujourd'hui de la méthadone, donc c'est que vous n'êtes toujours pas guéri, que vous avez toujours une addiction. Parce que j'ai toujours pris ce médicament pour essayer de me soulager, quoi. Parce que ça fait un petit... Écoutez, monsieur, je veux bien une chose, mais on ne se retrouve pas sans le vouloir quelque part. Vous n'avez rien à y faire à l'administration flamande. Je suis rentré parce que j'ai fait froid, j'avais la canette. J'ai bu, je suis rentré.
Alcoolisé et sous médicaments, Adriatic explique avoir simplement voulu se réchauffer dans le bâtiment. Mais il ne dit pas tout. Il a aussi été surpris en train de voler. D'accord, monsieur, mais à un moment, vous prenez certaines choses. Vous l'avez reconnu dans votre audition devant les policiers, monsieur, à savoir que vous avez dérobé un GSM, un ordinateur portable, une somme d'argent, un portefeuille. J'ai tout remis. Oui, mais la question n'est pas que vous avez remis ou pas, monsieur. La question est de savoir pourquoi l'avoir pris. Parce que remettre après, c'est parce que vous vous êtes fait attraper. Qu'est-ce que vous comptiez faire avec tout ça? J'aurais peut-être vendu. Revendu? J'aurais peut-être revendu. Oui. Et donc, vous avez volé pas parce que vous étiez sous, mais pour avoir de l'argent, monsieur? Peut-être, possible. Ça me semble plus conforme, monsieur, à la réalité. Pas au fait que quelqu'un est sous, erre dans la rue et tombe. Parce que dans votre audition, monsieur, je note que vous dites « j'étais sous, j'ai pensé qu'ils avaient préparé cela pour moi ». Ça, c'est quand même un peu interpellant, monsieur, parce que je vous répondrai quand même à ce moment-là que, pour l'instant, ils sont peut-être en train de préparer une cellule à la prison de Saint-Gilles pour vous accueillir. Parce que ce n'est pas la première fois, monsieur. Adriatic tente de se justifier, mais son passé ne joue pas en sa faveur. Il a déjà été condamné des dizaines de fois et il sort tout juste d'une peine de 5 ans de prison. Je peux vous dire que depuis 1983, vous êtes connu de la police et de la justice, monsieur. La question est de se dire maintenant, monsieur, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Soit vous continuez à voler et vous allez terminer tôt ou tard de nouveau en prison. Oui, mais c'est fini, mais c'était déjà fini en 83. Je bois plus, c'est fini. Si vous voyez encore avec tout, là... Monsieur, si c'est pour promettre des choses qui ne seront pas tenues, ça n'a pas d'intérêt. Vous faites quoi maintenant dans la vie? Vous vivez où? Qu'est-ce que vous faites? Je vis chez mes parents. Et ils s'occupent de vous? De temps en temps, ils me donnent un peu à manger. Mais monsieur, et dans votre vie, vous avez déjà travaillé en dehors de... Je veux dire, en dehors de la prison, en dehors des vols multiples que vous avez déjà commis dans votre vie, est-ce que vous arrivez de faire autre chose? Oui, je travaille. Combien de temps, monsieur? Combien de temps? Pendant 1 an. Je pense très clairement qu'il va falloir se ressaisir et surtout faire des démarches vous-même pour trouver une solution. Hein. Pas de problème, je vais faire les démarches, je vais aller du côté de la Vierge Noire, je vais demander à un tel protéger, tout ça. Et je vais essayer de travailler normalement. Denis Gouman décide de renvoyer Adriatic se défendre face au juge. Adriatic lui promet de faire toutes les démarches pour trouver un travail et soigner ses problèmes d'alcool et d'apporter les preuves de sa bonne foi au tribunal. S'il n'y a rien ce jour-là, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais il y a des grandes chances que, de toute façon, une peine de prison sera requise, hein, monsieur. Ça va jusqu'à 10 ans, monsieur. Adriatic va-t-il se reprendre en main et convaincre le tribunal? Réponse plus tard face au juge Luc Hénard. Depuis quelques mois, diverses infractions au code de la route sont punies plus sévèrement. L'objectif est évidemment de protéger au maximum les usagers de la route. Par exemple, les infractions routières sont dorénavant prescrites après 3 ans et non plus 2, et conduire sans permis est passible d'une peine de prison. Le tribunal de police de Verviers voit défiler tous les conducteurs imprudents de la région. Moi, je suis là jusqu'à midi. Après, vous me trouverez au bistrot du coin. Ici, c'est le juge Marco Osena qui préside les audiences. Tout le monde n'est pas content. Un juge humain. Mon but n'est pas de vous empêcher de travailler. Par contre, il y a certaines attitudes qui appellent une réaction. Il va falloir faire la part des choses. Mais qui ne se laisse pas faire. S'il faut que ça fasse mal par où ça passe, ça fera mal. Si on vous attrape, moi je vous enverrai à Lantin. Et là, ce sera un sevrage forcé. Alcoolisé, David a perdu le contrôle de son véhicule avant de s'encastrer dans un arbre. Mais il a une excuse. Il a croisé un faisan sur sa route qui lui a fait dévier de sa trajectoire. Alors, monsieur, c'est de l'alcool au volant, 0,80 mg. Oui. Ça fait pratiquement 2 grammes par litre de sang. En effet. Et sur la route entre Walk et Fémonville. Oui, on y était... Cette fois-ci, c'est un faisan. On a vu un peu de tout. On a vu des sangliers, des chiens, des chats. Oui. C'est un faisan. Ben, justement, c'est ce que j'ai posé comme question à l'inspecteur qui a pris ma déclaration. Je dis, c'est pas un biotope pour les faisans. Et alors, il m'a dit qu'en effet, chez lui, il avait trouvé des plumes de faisan, donc apparemment, des gens relâchent des faisans. Ah, vous l'avez touché quand même, le faisan? Non, malheureusement. Hein. Autrement, on aurait cuisiné. Et pour compenser la perte de la voiture? Oui, ben... Ça n'allait quand même pas tout doucement non plus, hein, monsieur? Je n'en sais absolument rien. Vous avez pris l'arbre et vous y avez laissé une roue dans l'arbre. Oui. Je veux dire, si c'est passé tout doucement. Hein.
Oui, oui. Alors, le faisant, moi, je veux bien, mais... Mais j'étais un petit peu contrarié. Vous étiez un peu dans les brumes aussi. Mais surtout contrarié. Oui, par le faisant? Non, par l'attitude de mon fils. D'accord. Pour diminuer sa peine, David espère convaincre le tribunal que ce n'est pas l'alcool qui lui a fait perdre le contrôle, mais plutôt un faisant et une dispute avec son fils. Mais ce n'était peut-être pas une raison pour vous mettre dans cet état-là, pour conduire de cette manière? Eh bien, j'étais dans cet état-là, justement, parce que j'ai été invité chez mon fils. On était censé manger à midi. Il m'avait dit de venir pour 11h. Et alors, un ami à lui est venu, puis un autre ami, puis un collègue. Et pour finir, à 5h, enfin, dans ces eaux-là, hein, à peu près... L'apéro s'était prolongé, par contre. Et l'apéro s'était prolongé, voilà. Et bon, sa compagne s'est disputée avec lui, elle l'a humilié devant tout le monde. Je lui ai même dit que, comme cadeau d'anniversaire, je lui achèterais des testicules. J'ai préféré partir plutôt que de rester là. Je ne suis pas coutumier du fait de boire au volant, déjà. J'ai été motard, donc j'anticipe beaucoup, j'ai une conduite passive. Vous anticipez ici, hein? Ah, ici, j'ai pas anticipé, hein, non, là, j'ai pas anticipé. J'étais fâché. Quand on est fâché, on anticipe beaucoup moins. David aurait donc mal anticipé son virage, non pas à cause de ses 2 grammes d'alcool dans le sang, mais à cause de sa colère contre son fils et d'un faisant. Monsieur le procureur du roi. Une excuse qui ne plaît pas vraiment au procureur du roi. Monsieur a perdu le contrôle de son véhicule parce que tout simplement il était un peu éméché et l'histoire de faisance n'est que pour l'anecdote. Le procureur demande 2 000 € d'amende et un retrait de permis d'1 mois. David tente alors une autre stratégie. Ce que je peux dire, c'est qu'en réalité, j'ai perdu le contrôle parce qu'il y avait des feuilles qui étaient tombées. Il avait neigé 2-3 jours avant. Et c'est vrai que quand j'ai été dans l'accotement, j'ai été dans l'impossibilité de reprendre la route. Et les routes sont petites, il faut l'admettre. Il adapte sa vitesse en fonction de la configuration des lieux, en fonction de l'état de la route, des feuilles, du caractère humide de la chaussée, etc. Des faisans qui peuvent passer. Oui, parce qu'on sait qu'il y en a dans le coin. Oui. Sacré un faisant qui m'a coûté 15 000 €. Déjà. Malgré ses explications, David n'échappe pas à l'amende et au retrait. Il écope de 1 600 € d'amende et d'une déchéance de 2 mois. Ça papote et ça ne note rien, c'est extraordinaire. Si vous avez une maison, la maison, il va vous la saisir. Je blague. Attention, prochaine fois, je me fâche. José et Eric s'installent à leur tour face au juge. Eric a été arrêté au volant de la voiture de sa femme alors qu'il avait un retrait de permis à vie. Madame Favre, vous êtes officiellement propriétaire du véhicule, mais vous n'avez pas de permis de conduire. Donc, qui utilise ce véhicule? Ma fille ou ma soeur. Pas monsieur, évidemment. Non, non, puisque lui ne peut pas. C'est accidentel qu'on l'ait attrapé au volant. Autrement, ça ne lui arrive jamais. Non plus. Non, ça ne devrait plus vous arriver, vous êtes déchu à vie. Je suis en train d'essayer de le remplacer quand même. On joue à quoi? Madame est propriétaire d'un véhicule et le seul qui avait un permis de conduire, c'était vous. Alors, le véhicule dans le ménage, il sert pour quoi? C'est parce que j'ai une grave maladie et je dois aller voir des chez les médecins. Raison pour laquelle vous demandez à monsieur de vous conduire quand c'est nécessaire. Et je dois tout croire. La couleuvre, elle est grosse, non? La situation est mal embarquée pour José et Eric. Le juge a du mal à croire que c'était la seule et unique fois qu'Eric ait pris le volant pendant sa déchéance. Donc, qui utilise ce véhicule? Ma fille ou ma soeur. Pas monsieur, évidemment. Non, non, puisque lui ne peut pas. On joue à quoi? Madame est propriétaire d'un véhicule et le seul qui avait un permis de conduire, c'était vous. Et je dois tout croire. La couleuvre, elle est grosse, non? C'est la vérité, on m'en parle. Oh, il n'allait pas venir ici me raconter des histoires, c'est clair. Tout qui comparé ici me raconte la vérité. Si ça se passait autrement, ça se saurait, hein? Et vous avez eu malchance, en fait. Parce que depuis que vous êtes déchu à titre définitif, vous n'avez plus touché un volant. Non. Et je dois croire tout ça, moi. Contrôle technique n'était pas en ordre.
Depuis pas très longtemps, cela étant 1 mois et demi. Je veux dire que ça, c'est une négligence passagère. Bien, bien. Et d'habitude, vous vous déplacez comment? Comme passager de... Je ne me sers jamais de la voiture, je travaille. Le Jamais. patron vient me chercher. Pas besoin de véhicule, donc vous Non, partez le travailler patron. avec les transports en commun. Non, le patron vient me chercher tous les jours. D'accord. Et les week-ends et tout ça, vous allez à Je pied? ne travaille pas, je reste à la maison. C'est ça. Bien, bien. Maître Hurlings, j'avais envisagé une possibilité qui est celle de la saisie du véhicule. Le juge menace de saisir la voiture de José. L'avocat devra tout tenter pour éviter une telle perte au couple. De son côté, le procureur du roi demande 1 760 € d'amende à l'encontre de José, qui n'était pas en ordre de contrôle technique et qui a prêté son véhicule, sachant très bien que son mari était déchu. Et il demande 8 000 € d'amende pour Eric. Leur avocat va tenter de diminuer la casse. Maître Hurlings. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur du Roi. J'interviens donc pour Gréus. On va bientôt fêter, si je ne m'abuse, ses 47 ans. Et vous aurez vu, j'ai vérifié au casier judiciaire qu'en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, depuis près de 10 ans, il ne s'était plus manifesté défavorablement auprès des autorités judiciaires. L'avocat demande une peine de travail pour Eric et un sursis pour l'amende de José. Il précise que le couple n'a désormais plus de voiture et qu'Eric, au lourd passé judiciaire, se tenait à carreau depuis 10 ans. Vous avez un certain passé, voire un passé certain, hein, monsieur. 8 pages de casier judiciaire, tout le monde n'a pas cette chance-là. Je vais changer. J'en venais à la deuxième phase de ma réflexion, c'est que depuis 2008, on ne vous a plus vu. Si vous avez cherché à reconstruire quelque chose, mon but n'est pas d'anéantir ce que vous cherchez à reconstruire. OK ? Cela étant, les heures de travail, il faut quand même qu'on sente un peu par où ça passe. Donc, ça doit quelque part être proportionné à l'amende que vous encourez. Finalement, Eric évite la lourde amende et écope d'une peine de travail de 250 heures et d'une amende de 200 €, avec un retrait de permis de 18 mois. José, de son côté, s'en sort avec 200 € d'amende. Vous savez que carte de fidélité, ici, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de 10e gratuite. Et ça, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Plus on vient, plus c'est cher. Donc je vous suggère de ne jamais plus revenir. Ça va ? Nous prenons la direction de Bruxelles, rejoindre au tribunal correctionnel le juge Luc Hénard. On aura décidément tout vu. Et ses audiences de procédure accélérée. Vous l'avez saisi à la gorge et vous l'avez plaqué contre le mur. Vous n'êtes quand même pas allé de main morte, hein. Vous soyez dans votre plus simple appareil. D'accord. Et puis vous dites, oui, il me reluquait de haut en bas. Un accident de parcours, mais vous avez remis le couvert après. En moins de 2 mois, les affaires traitées par le parquet et qui ne nécessitent pas d'instruction sont présentées à lui. Dans la première partie de l'émission, Là, ça devient le délire, hein. nous avions assisté à l'audition d'Adriatique. J'étais sous. J'ai pensé qu'ils avaient préparé cela pour moi. Vous avez volé pas parce que vous étiez sous, mais pour avoir de l'argent, monsieur. Peut-être possible. Adriatique avait volé un ordinateur et un portefeuille, déjà jugé à de très nombreuses reprises pour ce type de fait. Je peux vous dire que depuis 1983, vous êtes connu de la police et de la justice, monsieur. Il avait juré se reprendre en main. Et je vais essayer de travailler normalement, quoi. M'occuper comme ça, quoi. Mais Adriatique ne s'est finalement pas présenté face au juge. Il écope par défaut d'une peine d'1 an de prison. Vient le tour de Fabrice de se présenter face au juge. Il a été interpellé pour avoir agressé une jeune fille de 16 ans dans la rue. On vous reproche des coups et blessures envers un mineur d'âge. C'est ça qu'on vous reproche. Oui. Quelle est votre position? Vous dites dans le dossier que vous avez reconnu avoir frappé la jeune fille et vous expliquez que vous aviez bu. Oui. C'était près de l'université. Pardon? C'était près de l'université qui se trouve à proximité. Oui, mais que ce soit près de l'université, ça change rien. C'est pas frappé, hein. C'était un coup de pied sur ça. Je crois que c'était sa cuisse. Et vous trouvez ça normal, vous? Vers le haut de la cuisse. Vous dites que c'est pas frappé, mais un coup de pied. Et pourquoi vous avez fait ça?
Ben, parce que ça m'embêtait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, vous embêter? Ben, je ne sais pas s'il y a des gens là-bas, donc parfois je ne sais pas si les gens sont dans les facilités de se battre. Il était quand même la nuit, hein, donc quand... Je comprends, excusez-moi, mais je comprends rien de ce que vous dites. C'était un petit peu la nuit et je lui ai passé un coup de pied que sur la hanche, mais sans violence. Sans violence. Vous donnez des coups de pied sans violence. Fabrice reconnaît avoir donné un coup de pied, mais estime qu'il n'a pas été si violent avec la victime. Vous avez vu la déclaration de la victime? Ils m'ont expliqué. Le jour des faits, explique-t-elle, elle marchait avec une amie. Oui. Monsieur, je vais mettre l'affaire aujourd'hui. Je ne vais pas juger aujourd'hui. Mais, entre-temps, Madame le procureur du roi prendra contact avec un médecin qui vous convoquera. Allez-y, pour que nous puissions alors avoir l'avis de ce médecin. Le président du tribunal de première instance décide de reporter l'affaire. Fabrice doit être convoqué chez un expert psychiatre pour déterminer s'il est apte à être jugé. Que va dire l'expert? Fabrice a-t-il conscience des enjeux? Nous le retrouvons un mois plus tard, au tribunal. Le juge a bien reçu le rapport d'expertise de la santé mentale de Fabrice. C'est un monsieur que je connais. Fabrice, lui, se présente à nouveau seul pour se défendre de coups et blessures sur une jeune fille. Je vois, monsieur, que vous avez vu le médecin. Il a dit qu'il serait souhaitable qu'un avocat soit désigné d'office. Ah. C'est pas comme l'autre fois que vous m'avez dit qu'il y avait rien à... Enfin, il y avait pas de... Je devais juste aller voir un médecin, c'est ça que vous m'avez dit. Hein. Oui. Et donc maintenant, nous avons un certificat, comme vous appelez. Certificat du médecin. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui dit un certain nombre de choses, hein, quand même. Ah. Que c'est dit? Mais c'est quand même quelques pages, et il dit tout de même que sur le plan de l'équilibre mental, il y a quand même quelques soucis. D'accord, ça va. Non, mais c'est lui le spécialiste, c'est pas moi, hein. D'accord. Donc, ce que nous allons faire, c'est remettre, donc il n'y a toujours pas de jugement,
D'accord, ok. L'expert estime que la santé mentale de Fabrice exige qu'il soit assisté pour se défendre. Le juge décide donc à nouveau de remettre l'affaire pour permettre à Fabrice de revenir avec un avocat. Mais le jeune homme Mais monsieur, c'est peut-être parce que vous considérez que ça n'est pas si grave que ça qu'il y a un souci. D'accord, ok, ça va. Je vais aller prendre un avocat. Je pense qu'il est important que vous le fassiez. Ne pas rester, prendre des vacances à l'école comme ça pour rien du tout ici. Donc, Oui, monsieur, mais je n'aurais pas aimé être à la place de la jeune fille qui a reçu le coup de pied dont vous parlez. Hein. D'accord, d'accord. Mais lorsqu'on s'est vu le 16, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de jugement. C'est ça? Il n'y a pas de jugement. Je le répète pour la énième fois, il n'y a pas de jugement. On est en train de préparer la situation pour que je puisse juger. Ok. Et les conséquences du jugement que je suis appelé à prononcer peuvent être lourdes. Alors je vais être clair. C'est que si je suis le médecin, je dois ordonner votre internement. Vous ordonnez votre internement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de considérer que vous n'avez pas tout à fait toutes vos capacités mentales. D'accord, d'accord. Et l'internement, ça peut vouloir dire des conséquences lourdes, hein, pour vous. Qu'est-ce que ça peut dire? Si je décide que vous allez être interné, ça veut dire que vous allez passer un petit temps enfermé. Dans un asile. Dans un asile de fous. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est peut-être de nature à vous faire comprendre l'enjeu. D'accord. C'est ça qui est important. Alors, je ne dis pas ça pour vous accabler, je dis ça pour tenter, dans la mesure du possible, de vous faire comprendre qu'il y a un enjeu important pour vous. Ok, d'accord. Ça va? Et qu'il faut gérer ça. Bien. Allez. Fabrice devra donc à nouveau se présenter au tribunal, mais cette fois accompagné d'un avocat pour le défendre. Accusé d'avoir violenté une jeune fille dans la rue, c'était un coup de pied aux fesses. Il est jugé déséquilibré mentalement par un expert psychiatre. Et alors attention, son état mental risque de lui faire commettre de nouvelles infractions. Fabrice, lui, estime qu'il est sain d'esprit. Et quand on dit qu'il y a des troubles mentaux, c'est pas tout à fait ça, parce que moi je vais encore à l'école. Comment son avocat va-t-il le défendre? Fabrice va-t-il échapper à l'internement? Il a suffisamment de lucidité pour encore se rendre compte de ce qui se passe autour de lui. Nous le retrouverons la semaine prochaine, à nouveau, face au juge Luc Hénard. Son état peut constituer un danger social particulier et la réaction de monsieur n'est quand même pas tout à fait rassurante. Hein. Monsieur le Président, dans cette affaire, pour juger Fabrice, vous demandez d'abord une expertise psychiatrique. Fabrice rentre donc chez lui. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour la population? Alors, petit rappel tout de même, tout qui comparaît devant un juge est présumé innocent. Alors, sur la base du dossier que j'avais devant les yeux, j'ai estimé qu'il y avait un problème par rapport à la conscience qu'il avait d'avoir ou non commis les faits qui lui étaient reprochés. Je suggère donc au procureur du roi de le soumettre à un examen psychiatrique pour vérifier ce qu'il en est. Alors, cette démarche-là, il faudra attendre le résultat pour savoir ce que finalement
je déciderai, mais elle est importante puisque ce n'est pas un dossier que j'ai devant les yeux, c'est un être humain et il faut voir quelle est, par rapport à lui, la meilleure solution. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et justement, votre décision, on va pouvoir la connaître la semaine prochaine. On suivra la suite de l'audience de Fabrice. D'ici là, passez une excellente soirée.